chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce jeudi 27 octobre 2022, je veux parler un peu du 28 septembre 2009. La participation active de ce que j'ai vu réellement dans ce stade. Mais avant cela, il est important, parce que c'est l'histoire qu'on parle. On vient dans la vie, on naît, on grandit et on meurt. Mais qu'est-ce qu'on a laissé dans la vie? Et qu'est-ce qu'on a pu faire dans la vie? Surtout à l'ère de la technologie, tout s'enregistre. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont voir ces vidéos, ces écrits. Donc il est important que tout ce qu'on doit faire, qu'on s'assure que c'est des bonnes choses. Parce que pour honorer ses enfants, pour honorer ses petits-enfants, pour honorer sa progéniture, il faut laisser des bonnes réputations et des bons actes derrière. Tout le monde n'est pas fait, c'est vrai, pour faire du bien. Tout le monde n'est pas parfait. Personne n'est parfait. On a tous des défauts, on a tous des mauvais comportements. Mais il est important, il est fondamental que nous ayons des comportements nobles, des actes plus bons que des mauvais actes. C'est ce qui fait un homme. Avant de parler du 28 septembre 2009, ma participation active avec des personnes qui vivent aujourd'hui qui peuvent témoigner, je vais vous résumer mon tout petit CV, mon tout petit résumé de mon parcours combat social et politique des 15 dernières années, de 2006 à 2022. So it was about 2 years ago, yeah. Donc, mes chers compatriotes, Souleymane Condé, 2006-2007, pas de participation active, parce que je n'étais ni de la société civile, je n'étais ni un membre actif d'un parti politique, mais avec le ras-le-bol du régime Lansana Conté, on se retrouve dans la rue pour aller jusqu'en Bellevue, plus de route. On s'est retourné encore à pied, on est parti en courant, mais retourné à pied parce qu'il fallait se cacher pour ne pas rencontrer les militaires. 2009, active au stade. Je vais vous raconter comment ça s'est passé exactement. 2016, non au troisième mandat, non à l'ethnocentrisme, non à la mauvaise gouvernance et au développement de l'État. J'ai témoin. Et on est en 2022, non à la confiscation du pouvoir par les nouvelles autorités de la transition, et non à la discrimination, et non aux mauvaises pratiques. 2009, ça c'est mon tout petit CV, mon tout petit résumé de combat social et politique pendant ces 15 dernières années. C'est très petit, c'est très peu par rapport aux autres grands et à plusieurs grands de ce pays. En 2009, j'étais dans le parti de François Le Sénéfal, dans le bureau de la jeunesse. J'étais très proche du président Fall, donc presque je jouais double rôle. Étant dans le bureau de la jeunesse en tant que responsable des relations publiques, en étant un conseiller. Quand je dis conseiller, je peux dire comme ça parce que je sais ce que j'ai fait avec lui à deux. Une action très concrète. Un jour, j'ai dit au président Fall, je dis les Guinéens connaissent votre nom, mais ils ne vous connaissent pas. Il faut arrêter d'aller donner des trucs aux gens, ils vont organiser des trucs, pour vous asseoir là-bas, c'est pas la peine. Je l'ai pris, je l'ai amené à Madina. On a fait le tour de Madina chez les commerçants, porte à porte, à deux, avec son garde du corps. Il était avec nous. C'est moi qui ai initié ça, je l'ai pris par sa main, on est parti à Madina. On a fait au moins 1 heure et quelques dans Madina. Il a discuté avec des commerçants, des gens, j'ai dit c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai pu faire ça avec le président Fall en 2009. Ça c'était l'un de mes rôles. Bon, en 2009, on est allé au stade. À 7 h, j'étais chez le président Fall, ou à 6 h, avec plein de cadres de fidèles. On a déjeuné, on a bu la vitamine C à 6100 doses là, qui donne de l'énergie. On a bu du café noir. On est parti sur le responsable du parti à Dixine.
il est décédé, un certain Kaba. On s'est installé là-bas 7 h, 8 h. Et j'étais avec quelqu'un, je ne dirai pas son nom, mais qui a fait mener son temps de Alpha jusqu'à ce qu'il y ait eu le coup d'État. Et un actuellement, qui est secrétaire général dans un grand ministère dans cette transition. Nous sommes allés, on s'est arrêté au niveau, quand on est parti sur Sorikaba. Et sur Sorikaba, on est venu au niveau de la route, les gens étaient là, le portail du stade était fermé. Donc on a avancé en groupe, les gens ont cassé le portail, c'était vers 9 h, 10 h. Le portail était fermé, les gens ont réussi, ceux qui étaient devant nous ont réussi à casser, ils ont ouvert le portail du stade, on est rentré. Ce ministre dont je parle, il avait un téléphone Samsung, le ministre d'Alpha Condé là, dont je parle, avec lequel j'étais, 2 puces. J'ai pris son téléphone, j'ai commencé à filmer sur la terrasse du Dixil, c'était plein de monde. On est rentré dans le stade, je filmais avec son téléphone. Nous sommes allés sur la pelouse. Je filmais sur la pelouse. Il y avait des enfants de 6 ans, 7 ans que je filmais avec ce téléphone. Les leaders étaient aux tribunes déjà. Il était, je crois, 11 h presque. Parce que pour entrer dans le stade, il y avait trop de monde. C'était difficile de rentrer. Donc, d'un seul coup, on a entendu le coup de feu. Quand on a entendu le coup de feu, on s'est regardé, on a dit, mais c'est quoi ça? On a vu les gens étaient en train de fuir. D'abord, les gens avaient commencé à prier. Donc, il était presque 13 h, 14 h. Nous, on a fui avec le monde. Les gars avec lesquels j'étais, comme je vous ai dit, l'ancien ministre de Alpha là, et l'actuel secrétaire général d'un grand ministère dans ce gouvernement de transition. On est allé vers le mur qu'on peut escalader pour descendre sur les rails, ceux qui connaissent Conakry, pour aller dans Sigmadina. On était nombreux vers la tribune, mais vers, je crois, le côté opposé, là où il y a, là où quand on marque les buts, là, le tableau, le côté opposé. On est allé vers là-bas. Le premier jeune qui a voulu escalader le mur a été abattu. C'est là-bas que j'ai compris que le stade est entouré. J'ai regardé mes gars, et les gens avec lesquels j'étais, j'ai dit on est mort. Le jeune est tombé devant nous. On s'est dirigé, on voulait aller vers le petit stade. Parce que dans le grand stade, tu peux sortir avec le portail, aller dans le petit stade qui est derrière. Mais le petit stade était en rénovation, je crois. Ils avaient mis un mur entre le petit stade et le grand stade. Comme on ne pouvait pas sauter ce mur, on était nombreux, on a poussé le mur. On a poussé le mur est tombé. Il y a les bérets rouges étaient derrière nous. Dans le petit stade là, il y a 2 portails. Il y a un portail qui mène vers la terrasse. Il y a un portail qui mène vers l'université, mais pas dans l'université, mais qui sort vers la route de l'Andrea pour aller vers l'ex-chef d'état-major qui est Fala Kama, la cité ministérielle, vers l'habitation de l'ex-première dame Adia Guéné Kaba, vers là-bas. On a couru en masse pour aller pousser ce portail, pour sortir de là-bas. Ceux qui ont vécu Conakry derrière le Grand Bleu, l'ancienne boîte qu'on appelle le Grand Bleu. Arrivé là-bas, des bérets rouges étaient arrêtés devant ce portail. Des bérets rouges. Ils ont refusé qu'on sorte. De là-bas, on veut retourner encore dans le stade, des bérets rouges sont derrière nous. Jusqu'à présent, l'image, c'est comme si c'était hier. Ils ont refusé qu'on sorte dans le stade. Ils se sont arrêtés derrière le portail, des bérets rouges avec des armes. Ceux qui étaient devant nous sont venus nous dire ça. Nous qui étions derrière, il y avait tellement de monde. Donc on a couru qu'on veut aller dans le stade, il y avait des bérets rouges derrière nous. De là-bas, on était obligé de venir encore vers le portail qui sort vers la terrasse. Le portail était fermé, bérets rouges arrêtés derrière avec les armes. Ce que je n'ai pas compris. Vous dites aux gens, vous ne marchez pas. Vous ne partez pas dans ce stade.
les gens sont rentrés. Quand vous venez, vous ouvrez le portail, vous sortez. On court, on sort, si vous voulez, avec les matraques, tapez-nous, là on s'en va. Mais ils disent qu'on ne sorte pas dans le stade. On était maintenant, tout le monde, asphyxié. Mais les deux hommes avec lesquels j'étais, on se tenait comme ça les bras. Quand moi je regarde derrière, il y a du monde, il y a des bérets rouges avec des couris. Devant, il y a beaucoup de monde. Ils sont en train de pousser le portail. Les bérets rouges sont rentrés avec les armes. Dans le petit stade là, il y avait un petit arbre. J'ai vu des gens grimper dans ce stade. Grimper qui veulent sauter. Celui qui grimpe, on le tape pour qu'il descende dedans. Donc on est serré l'un contre l'autre. On ne respirait plus. À chaque fois que je retourne la tête, je vois des bérets rouges derrière avec des couris, avec des armes. Ils ne veulent pas qu'on se retourne parce qu'ils ont des armes, on a peur d'eux. Ils ne veulent pas qu'on sorte du stade. Ils sont arrêtés, ils ont fermé le portail, ils sont arrêtés avec les armes. Donc moi j'ai dit à mes gars, on est mort, c'est fini. Donc on était là, on ne respirait plus. On est entassés. Ils ont jeté des gaz lacrymogènes, imaginez. On est tous tombés. Moi, je me suis réveillé. Je ne sais pas comment je suis tombé. Je ne savais plus parce que je ne respirais plus. Quand je me suis réveillé, j'ai vu des gens à terre. Ils avaient déjà ouvert le portail. Les gens étaient à terre partout. Ils étaient morts, pas morts, moi je ne sais pas. J'ai marché sur les gens là. J'ai marché sur eux. Les bérets rouges maintenant étaient arrêtés dans les deux coins du portail. Ils ont ouvert le portail, ils sont arrêtés avec les armes. Et puis quand je dis bérets rouges, c'est des jeunes, hein, des jeunes bérets rouges. Quand je sortais, un a dit, il y a deux qui étaient arrêtés, il y a un qui avait une mitraillette, il y a un qui avait un bâton. Il a pris, il m'a tapé sur ma tête, il m'a tapé sur le cou. L'autre a pointé son arme, son mitraillette sur mon ventre. Il m'a dit téléphone. Donc ils avaient reçu l'ordre de récupérer tous les téléphones pour dissimuler les preuves. À l'époque, j'avais 2 téléphones. Et tout le monde, presque à Conakry, avait 2 téléphones. Même maintenant. Je sors mon premier téléphone, je lui donne. L'autre prend son bâton, il me tape sur le cou. Deuxième téléphone. Je dis, je n'ai pas de téléphone. L'autre a pointé son arme sur mon ventre. Donne le téléphone. Il pouvait appuyer sur la gâchette et j'en ai tombé là-bas. J'ai sorti l'autre téléphone, je l'ai donné. Il m'a tapé encore sur la tête. Donc j'étais arrêté entre les 2 bérets rouges jeunes. Les 2 bérets rouges là, ils sont jeunes, ils avaient des bérets rouges, ils avaient des camouflages. Celui qui m'a sauvé ce jour-là, c'est un nouveau recrue de la police, c'était un de mes petits. On jouait au foot à Kipé, à Dadi ensemble. Tous les soirs on jouait au foot. Lui aussi il est habillé en tenue policier, mais c'est un nouveau recrue. J'ai appelé par son nom, je vais taire son nom ici. Il m'a dit, grand, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais entre les 2 bérets rouges, les 2 jeunes là. Il a pris ma main devant le portail du petit stade sur la terrasse. Lui qui me sauve, il avait un bâton plus des pointes. Il a ma main. Un petit courait parce que c'était la débandade. Un petit courait. Il a pris son bâton, il a tapé sur la tête du petit, le sang. Je dis, petit, quand tu me sauves, Moi j'étais dans ses mains, il me faisait traverser sur la terrasse. Un gendarme est venu avec sa ceinture. Il a fait sur ma tête. Boum! Il a dit, c'est mon grand, laisse. J'ai regardé le gendarme comme ça. Il est habillé en tenue gendarme avec béret vert. Donc, en conclusion, j'ai l'impression qu'il y avait des jeunes recrues de gendarmes, des jeunes recrues de la police, des nouveaux recrues de gendarmes, des nouveaux recrues de la police et des nouveaux recrues de l'armée. Donc, qui n'ont aucune conscience, qui ont reçu des ordres et qui ne font que faire des dégâts. Mais jusqu'à présent, quand je pense, pourquoi ils ne sont pas venus pour nous chasser de sortir du stade? Pourquoi ils ont refusé qu'on sorte dans le stade? Ça, c'est la question que je me pose toujours depuis 2009. Le petit a pris ma main. Il m'a fait traverser sur la terrasse. Ceux qui ont connu Béa Bangoura, paix à son âme, l'ex-gouverneur de la ville de Conakry, là où il habitait, là, il y avait une école là-bas, derrière là-bas. Le petit m'a amené jusque derrière là-bas. Le petit m'a dit, grand, il faut partir. Je suis allé chez le représentant de FUDEC, il était arrêté là-bas, et chez lui, Sori Kaba, père son homme est décédé. J'ai trouvé mes grands là-bas, avec lesquels j'étais. Tout le monde était blessé.
J'ai su que j'étais blessé, c'est quand je me suis assis là-bas sur Sorikaba. Tout mon corps était le sang, mon pied le sang, blessé partout. Voici le 28 septembre 2009, c'est pas de l'amusement. Jusqu'à présent, quand je pense, pourquoi ils ont refusé qu'on sorte dans le stade? Pourquoi les bérets rouges n'ont pas accepté qu'on sorte? Voici le problème. Parce que chez nous, en Guinée, l'être humain n'a pas d'importance. Il ne faut pas que ce procès soit politisé. C'est un procès qui doit donner une leçon à tous les Guinéens. Que tu sois président civil ou militaire. Qu'on sache que tu ne dois pas faire ce que tu veux. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, de t'aimer ou de ne pas t'aimer. Et le pouvoir ne se force pas. On ne force pas un destin. Tu forces un destin, tu périras. Moi, j'ai cette conviction. C'est pour ça que je ne force rien. La popularité, tu le forces, tu vas périr. Tu forces la richesse, tu vas périr. Tu forces le pouvoir, tu vas périr. Parce que tu feras tout ce qu'il faut en termes de sorcellerie ou de diable ou de mauvaises choses pour obtenir ce que tu veux là. Mais quand tu l'obtiens, Dieu te récompensera très mal. C'est pour cela qu'il ne faut jamais, jamais forcer quelque chose dans la vie. Je vous dis, mes chers compatriotes, ceux qui ont organisé le 28 septembre pour réprimer les gens, c'était vraiment bien préparé et c'était prémédité. C'était vraiment prémédité. Ils ont fait des dégâts, hein. Ils ont fait des dégâts énormes. Donc, ça c'est ma part de ce que moi j'ai subi dans le stade. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas dit sortir. Ils ouvraient les portes, on sortait. Mais on veut courir pour sortir, dire qu'on ne sort pas. Pourquoi? Pourquoi? Donc, ce n'est pas une question ethnique, ce procès. Ce n'est pas une question d'individu. Parce que dans notre nation, l'État fait des crimes et on laisse passer. On a toujours réclamé justice dans ce pays. Ne faisons pas de la passion. Il y a eu des dégâts. Les gens doivent payer pour leurs dégâts. Prochainement, d'autres réfléchiront 10 000 fois avant d'agir. Regardez combien de fois le premier régime, les dégâts qu'il y a eu. Le deuxième régime, là, ça n'a pas compté. Les dégâts qu'il y a eu. Les familles continuent à pleurer dans ce pays. La transition de Dadis. Troisième régime civil. Deuxième régime civil qui vient de finir, qui vient de tomber là. Regardez les dégâts qu'il y a eu. Et cette transition aussi. Regardez les dégâts. Donc acceptons. Acceptons. Dépassionnons le débat. Acceptons que la Guinée, plus jamais, que l'État fait des dégâts et que le président ne soit pas puni, et que les ministres ne soient pas punis, et que les responsables militaires ne soient pas punis. Quiconque applaudit l'injustice, tu n'es pas un être humain. Quiconque applaudit l'injustice, tu n'es pas une personne sincère, tu n'es pas un homme de Dieu. Acceptons que la justice soit rendue à tout Guinéen qui a été victime dans ce pays. Ce n'est pas une question ethnique, mais une question de Paul ou de Pierre. Ça y va dans notre intérêt. Personne ne doit faire ce que tu veux, de respecter la loi et les principes. Donc mes chers compatriotes, je n'ai pas de jugement à porter de ce qui passe à la cour. Je laisse la cour travailler en toute indépendance. Mais supportons notre justice. Encourageons notre justice. Il n'y a pas de perfection dans la vie. Il n'y a pas de perfection. On fait toujours des erreurs. Il faut toujours un pas. Mais avec le temps,
on sera tous comme une famille dans ce pays. Ces considérations ethniques, ça sera un souvenir lointain. Mais c'est à nous de nous mettre au-dessus. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse cultiver de l'amour, de la cohésion sociale entre nous, de l'entraide entre nous. Ce pays est à nous. Ça n'appartient à aucune ethnie, à aucune communauté. Quand on va se quereller sur des trucs inutiles, on va tous mourir. Dans 5 ans, 10 ans, on ne sera même plus là. Dans 20 ans, on ne sera pas là. C'est nos enfants qui seront là, nos petits-enfants seront là. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Si on passe le temps à se quereller en communauté, en ethnie. Tous qui sont là aujourd'hui, y compris moi, est-ce qu'on a 20 ans sur cette terre? Non. Est-ce qu'on a 30 ans? Non. Même si on a 30 ans de plus, 40 ans de plus, on sera comme des bébés. Donc si on se querelle pour des intérêts communautaires ou ethniques, ça va arranger qui? Personne ne profitera. On sera comme des malheureux. Vaut mieux qu'on s'entende sur l'essentiel et qu'on prépare l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Moi aujourd'hui, 42 ans. Si j'ai 42 ans de plus, quoi? 80, je ne pourrais même pas marcher. Alors pourquoi je vais passer mon temps à combattre mes frères Peuls et Soussous et Forestiers? Pourquoi? Pour quelle raison? On profite de cette vie, on construit notre pays, on prépare l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants, on se couche, on meurt, et aussi ils vont dire nos parents et nos grands-parents ont fait ça pour nous. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Donc, ce procès, ne politisons pas, n'amenons pas sur le côté ethnique. Et la transition aujourd'hui, colonel Doumbouya, vous êtes sur le mauvais chemin. Quiconque vous dit, vous savez plus souvent, excusez-moi, vous savez plus souvent, les proches du pouvoir, ils prennent le président en otage. C'est vrai. Mais plus souvent, je refuse ça. Moi, Souleymane Koné, en tant que président, je ne laisserai personne m'emmener dans son projet. Parce que quand ça va périr, c'est mes enfants et moi et ma famille qui périront. Donc tout ce qui est dans mon intérêt, dans l'intérêt du pays, c'est ce que je ferai. Je n'écouterai aucun de mes proches m'amener sur un chemin qui l'arrange lui. Parce que c'est les proches qui profitent du pouvoir. Le président presque ne profite pas, sa famille ne profite pas. Et quand ça va se gâter, c'est toi le président qui vas payer et tes proches. Et ta femme, tes enfants, ta mère, ton père. Tes amis là, tes cousins là, tout ça. Tout le monde va s'éclipser. Ils vont vivre leur vie. Donc, les présidents doivent être responsables. C'est vrai que ce n'est pas facile, l'entourage en bobine, mais les présidents doivent refuser. Un président ne doit pas avoir d'amis. Un président doit comprendre que tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. C'est ta place là, c'est ton intérêt là, ils aiment. Donc tout ce qui va te créer des problèmes demain, créer à ta femme, à tes enfants, à ta maman, à ton père, refuse de le faire. Il est important que les présidents deviennent responsables. On ne peut pas toujours accuser les proches. Moi, je n'accepterai personne vienne foutre de la merde dans ma famille. Ma femme et moi, mes enfants, c'est nous qui sommes le maître de notre maison. Quand tu viens, tu veux que la zizanie, je te mets dehors. C'est comme ça que les présidents doivent le faire. Mais toujours accuser les proches, ça c'est très facile. Si tu es un mauvais président, tu vas approcher les mauvais proches. Si tu es un bon président, tu vas approcher les bonnes personnes. Donc, qu'on n'accuse pas trop les proches. Le président doit prendre ses responsabilités. Il est là pour ça. Mes chers compatriotes, c'était juste ma petite expérience dans le combat politique et social en Guinée. Et vous dire que le 26 septembre a été de l'horreur. Et que ce n'est pas un problème ethnique. Mettons-nous au-dessus de ça.